Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième numéro dans Classe Éco, l'émission de Mediapart qui se préoccupe d'économie. Aujourd'hui, je suis accompagné de mon comparse et collègue à la London School of Economics, Gabriel Zucman, et nous sommes très contents aujourd'hui de recevoir notre invité Alexandre Delègue. Pour présenter Alexandre, je pense que c'est vraiment la personne que Gabriel et moi, quand on était des petits doctorants, on aimait lire sur son blog, qui est vraiment le blog historique d'économie en France, qui s'appelle Econoclast, qu'il anime avec Stéphane Ménia. Tu animes également un certain nombre d'autres blogs qui sont un peu des spin-offs d'Econoclast, oui. Et tu es également professeur à l'université de Lille 1. Oui. Il y a quelque chose de magnifique dans cette manière d'aborder l'économie, je trouve, qui est de tenir toujours cette forme de très grande pédagogie à travers l'expression dans les blogs. Et c'est pour ça qu'on avait vraiment envie de t'entendre aujourd'hui, parce qu'il y a une question qui est fondamentale, qui est la crise en Europe, la récession permanente en Europe, et on avait envie de parler de ça avec toi pour que tu aies une approche très pédagogique pour nos auditeurs de ces questions, pour nous expliquer un peu les ressorts du problème. Alors, c'est vrai qu'il y a un peu ce spectre qui hante l'Europe aujourd'hui. On a vraiment l'impression qu'on ne va jamais sortir de cette récession. Juste pour donner quelques ordres de grandeur, en 2013, la zone euro a une croissance négative de en gros 0,5 points de PIB. L'année dernière, on était difficilement à 1 point de PIB de croissance et on ne sait pas très bien ce qui va se passer pour 2015. On a un chômage dans la zone euro de plus de 11,5%. A priori pas d'inflation. Quand on compare ça en particulier avec les résultats de pays comme les États-Unis ou l'Angleterre, on a vraiment l'impression que ces pays sont sortis de la récession. Juste pour donner un ordre de grandeur encore, les États-Unis aujourd'hui croissent à en gros 3%, 3% de PIB. Et en Europe, c'est vraiment pas le cas. On a envie vraiment de comprendre le fond du problème et c'est pour ça qu'on est là avec toi aujourd'hui. Et le fond du problème, d'après l'économiste Joseph Stiglitz, professeur à Columbia University, prix Nobel d'économie, je cite, il dit « Le fond du problème, c'est que l'euro était une erreur. Et les dirigeants européens ne savent pas quoi faire de cette grosse erreur. Ce qui est nécessaire, nous dit Stiglitz, c'est de restructurer la zone euro, et c'est une tâche très difficile. » Et Stiglitz, il est loin d'être le seul à avoir ce point de vue. C'est un point de vue qui est partagé très largement par les économistes américains, par d'autres prix Nobel, par Paul Krugman, qui ont toujours été très sceptiques vis-à-vis de la construction européenne, enfin vis-à-vis de l'euro, pas de la construction européenne, mais de l'euro, de la monnaie unique. Et à l'inverse, les dirigeants européens sont eux très attachés à l'euro, et qui a raison? L'euro, est-ce que c'est vraiment, est-ce que c'est l'erreur fondamentale? Est-ce que c'est ça qui est au cœur de la crise européenne? Je pense que ce que tu décris comme étant les deux approches, enfin l'approche de Stiglitz, c'est effectivement une approche très partagée, c'est une approche, on va dire, coût-bénéfice. La construction européenne, c'est très bien, donc on va regarder ce qui marche et ce qui ne marche pas. On est vraiment dans quelque chose de l'ordre du fonctionnel. Donc, par exemple, le marché unique, ah bah oui, c'est bien parce que le libre-échange, c'est bien. Donc, favoriser les transactions, les échanges, favoriser le fait que les gens puissent passer d'un pays à un autre, tout ça, c'est bien. Par contre, la monnaie unique, alors là, on a une théorie économique, c'est les zones monétaires optimales. Et alors là, ça nous dit, ça ne marchera pas. Et c'est un propos qui a été tenu par les économistes américains, et pas que d'ailleurs. On va dire que l'orthodoxie économique va dans le sens de, ça ne peut pas marcher. Et de l'autre côté, oui. Alors, ce qui est marrant, c'est que ça, les gens le disaient avant même qu'on décide de s'engager dans la monnaie unique, non? Absolument. Et pas seulement les économistes anglo-saxons, même en Europe, il y avait des voix à l'époque qui disaient, bon, là, on s'engage dans quelque chose si on n'a pas une construction politique derrière qui risque d'aller potentiellement au chaos. Pourquoi on a quand même fait ce choix? Alors là, c'est une histoire qui est un petit peu plus compliquée, mais avant d'y arriver, je voudrais dire qu'il y a une approche alternative à l'approche strictement économique coût-bénéfice, qui est une approche consistant à dire l'économie doit être subordonnée à la volonté politique, qui consiste à dire l'euro, effectivement, économiquement, on ne sait pas trop si ça marche ou pas, mais l'euro, c'est la construction européenne, c'est un projet politique, et donc les questions économiques doivent être subordonnées aux questions politiques. S'il y a des problèmes économiques, on va les transcender, on va les dépasser, et de toute façon, la cause de l'unification européenne,
L'Europe, c'est la paix, l'Europe, c'est créer un espace commun entre les peuples européens, tout ça doit être devant. C'est l'idée que le politique doit primer sur l'économie. Ce qui est intéressant, c'est que cette opposition entre une approche économique et une approche politique ne recoupe pas les pros et les antis. C'est-à-dire qu'il y a des anti-européens qui ont une approche strictement politique, consistant à dire que ça ne peut pas marcher de mettre des peuples ensemble, par exemple, et qui vont aller chercher des arguments économiques si jamais ils vont dans leur sens. De la même façon, il y a tout le monde et tous les camps, de ce point de vue-là, les pros et les anti-européens se placent dans cette optique-là. Il y a des gens qui vont dire non, ça peut marcher, on va y arriver, on va faire marcher l'Europe. D'autres, des anti, qui disent non, ça ne peut pas marcher, donc ça reste le coût-bénéfice. D'autres qui disent oh là là, économiquement, c'est pas terrible, mais on va y arriver parce que c'est un projet politique, etc., etc. Il nous faut un nouveau Jacques Delors. Enfin bon, voilà, on a tous entendu ça des dizaines de fois. Mais cela dit, ce que je trouve fascinant, c'est que même si on a une approche fondamentalement politique du problème, il y a beaucoup d'autres manières de créer une Europe politique. Pourquoi on a choisi la monnaie? C'est quand même un truc assez incroyable de s'engager là-dedans plutôt que dans tout un tas d'autres potentiels projets politiques. C'est là qu'il faut revenir à une approche qui est celle qui était d'ailleurs une approche qui est née chez des économistes, mais qui n'est pas l'approche la plus fréquemment rencontrée. On la trouve chez des gens comme Enrico Spolaore, Alberto Alesina, entre autres, mais il y a aussi Leonard Dudley au Canada, enfin, des gens qui ont travaillé sur cette interaction entre le politique et l'économique avec les outils standards. Et l'approche ici, elle est la suivante, elle consiste à analyser la méthode monnaie. Tu as parlé de la monnaie, mais en fait, ce n'est pas la monnaie, c'est le monnaie, le problème, qui est de comprendre qu'est-ce que c'est fondamentalement que la construction européenne et la méthode monnaie. La construction qui dépasse les nations, traditionnellement, c'est on construit des empires, c'est-à-dire on envoie des troupes qui conquièrent des territoires et puis on subjugue les populaces locales. L'impérialisme, c'est à partir de 1945, c'est plus trop à la mode pour des raisons qu'on ne va pas épiloguer, sur lesquelles on ne va pas épiloguer aujourd'hui. Et le projet européen, c'est un projet de dépassement des États-nations qui est autre. Et la méthode monnaie, elle peut se caractériser par un algorithme. L'algorithme, c'est le suivant. On veut aller créer une Europe en commun, mais les gens n'en veulent pas. Les populations ne sont pas intéressées, et si demain on faisait un référendum en Allemagne et en France, est-ce qu'on crée un État commun? On peut être sûr que ça ne marcherait pas, les gens n'en veulent pas. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va adopter une sorte de technique des petits pas. On va dire, tiens, on ne va pas tout mettre en commun, mais on va chercher une chose qu'on peut mettre en commun. Au début, c'était le charbon et l'acier entre la France et l'Allemagne. Et de là, de deux choses l'une. Soit ça marche, et dans ce cas-là, ça va se servir de matrice, d'exemple, pour dire, vous voyez, faire des choses en commun, ça marche, on va chercher autre chose à mettre en commun, et on va faire plus d'Europe. Et ça a été le projet européen pendant tout le début, et ça a atteint un niveau qui a dépassé tout ce que Monnet pouvait envisager. C'est-à-dire qu'on est parti sur le charbon et l'acier, puis un marché commun, puis l'espace Schengen, enfin ça vraiment, ça a été un projet, et qui s'est fait dans cette logique positive. Par contre, ce qu'on oublie bien souvent quand on décrit la méthode Monnet, c'est qu'il y a un autre côté qui est un peu le côté sombre, qui est le suivant. S'il y a quelque chose qu'on met en commun et ça ne marche pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais bien souvent, la seule solution, c'est de dire on n'a pas le choix, il faut remettre encore autre chose en commun pour résoudre le premier problème. Et c'est là qu'on arrive à la question de l'intégration monétaire. Parce que finalement, qu'est-ce qui s'est passé? 71, on sort du système de Bretton Woods, qu'est-ce qu'on fait? Les Européens veulent garder des parités à peu près fixes. Puis, là, on reste dans le positif, ça marche, donc on fait le SME, et puis arrive la fin des années 80, des premières difficultés, qu'est-ce qu'on dit? Le SME ne marche pas, qu'est-ce qu'on va faire? Une monnaie unique, c'est-à-dire encore plus d'intégration. Et on fait une monnaie unique, et on l'a fait, mais sans faire tous les aspects politiques. On l'a fait avec tous les défauts que tout le monde identifiait à l'époque, que plein de gens identifiaient à l'époque. Mais en même temps, si je puis me permettre de revenir sur cette genèse là, dans les années 80 de l'idée de monnaie unique pour remplacer en fait nos systèmes de parité fixe, il y avait quand même un objectif derrière qui était tout à fait louable, qui était de dire de toute façon, on est dans un système où on peut plus se permettre d'avoir 36 monnaies, où chacun fait des dévaluations compétitives, et au final, c'est la Bundesbank, le juge de paix, parce que tout le monde est finalement obligé de s'aligner sur ces taux. Autant faire ça de manière un peu plus harmonisée. Donc il y avait quand même l'idée derrière tout ça, et bon, c'est aussi un peu quand même une réussite de l'euro avant que ça dégénère complètement dans la crise, qui est d'avoir un peu réglé ce problème du manque d'harmonisation des politiques monétaires et l'obligation de se plier au diktat de la Bundesbank. Oui, mais c'est toujours pareil. On a un problème, qu'est-ce qu'on fait? La seule solution, c'est plus d'Europe. Donc en d'autres termes, quand ça marche, c'est bien, on va faire plus d'Europe. Et quand ça ne marche pas, quelle est la solution? Faire plus d'Europe intégrée.
C'est ça qui est une espèce de... Enfin, c'est ça qui est la mécanique assez fascinante de la méthode monnaie. C'est-à-dire, quelle que soit la situation, on finira toujours par faire plus d'Europe. Et là, c'est typiquement ce dans quoi on est arrivé. C'est-à-dire qu'on a fait une monnaie unique en disant à côté, oui, mais il n'y a pas d'union budgétaire, donc ça ne va pas marcher, il n'y a pas d'union politique, donc ça ne va pas marcher. Et résultat, où est-ce qu'on en est avec la crise de la zone euro? Mais c'est fabuleux. On a intégré l'Union européenne encore à un niveau qu'on n'aurait jamais pu imaginer, ne fût-ce qu'il y a, il y a 10 ans, par exemple, c'était inimaginable. Qui aurait pu imaginer que les gens de la BCE et de la Commission européenne allaient aller en Grèce pour leur dire quelles sont leurs politiques publiques et ce qu'ils peuvent faire et pas faire? Qui aurait pu imaginer il y a 10 ans que la Commission à Bruxelles aurait la possibilité de dire au gouvernement français « votre budget n'est pas convenable » et que le gouvernement français ne leur envoie pas le doigt du milieu en réponse. Mais donc, c'est pas l'euro en soi qui était une erreur, c'est qu'on n'a pas été assez loin ensuite dans l'harmonisation des autres politiques. Et je pense que c'est peut-être aussi le moment d'expliquer un petit peu la chronologie du déraillement, c'est-à-dire que ça marchait quand même plutôt bien. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a une énorme crise en 2008, énorme explosion de bulles financières, ensuite une sorte de crise des dettes souveraines, et c'est ça en fait qui a révélé les faiblesses de l'euro. Je pense que c'est important de revenir un peu et d'expliquer de manière très pédagogique un peu là où toutes les difficultés de l'euro se sont soudainement révélées. Qu'est-ce qui se passe dès qu'il y a le passage à l'euro? Il y a plus, on va dire que dans un système où tous les pays ont leur propre monnaie, il y a une sorte d'arbitre général qui est le marché d'échange. C'est-à-dire que si vos politiques vont dans un certain sens ou dans un autre, eh bien vous allez avoir votre monnaie qui va baisser, ce qui va appauvrir vos habitants, parce que quand ils achètent du pétrole, ça leur coûte plus cher. Ou alors votre monnaie qui va monter, ce qui va pénaliser vos entreprises, parce qu'elles vont être moins compétitives. En d'autres termes, pour l'intégralité des pays dans le monde, on va dire que c'est le marché d'échange et un peu le marché obligataire, c'est-à-dire on achète ou pas votre dette publique, qui est le juge de paix. Ce n'est pas un juge de paix très sympathique, parce qu'on a pu voir que les crises de change, c'est quelque chose qui se produit. D'un seul coup, plus de risque de change dans la zone euro, c'est-à-dire que je peux acheter des dettes de l'État grec, je suis tranquille, il n'y aura pas de dévaluation qui risquerait de faire que ce que j'ai acheté va d'un seul coup ne vaut plus rien. Et de l'autre côté, en plus, les statuts font que la BCE et les banques sont obligées d'acheter toutes les dettes publiques, de les considérer toutes à égalité, parce que pour des raisons réglementaires liées au fonctionnement de la zone euro. Résultat, toutes les dettes d'un seul coup se trouvent à un même niveau. La dette grecque, la dette allemande, la dette espagnole, les taux d'intérêt sont tous ramenés au même niveau. Ce qui est un peu bizarre. Tout en n'étant pas officiellement garanti par une clause de bail-out. Il n'y a aucune garantie, mais tout le monde fait comme s'il y avait une sorte de garantie implicite, parce que tout le monde se dit, bah oui, c'est l'Europe, les Européens, ils ont dit qu'ils voulaient dépasser les contraintes économiques. Ils se sont fadés une récession épouvantable dans les années 90 au début pour faire ça. En gros, ils sont sérieux, les Européens sont des gens sérieux, ils veulent le faire. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est quelque chose qui d'ailleurs aux États-Unis n'existe pas. Aux États-Unis, l'État de Californie emprunte à un certain taux, l'État de New York a un autre taux, le Texas encore un autre, le gouvernement fédéral encore un autre taux. Ils sont très limités dans leur capacité. Ils sont effectivement très limités dans ce qu'ils peuvent faire, mais on va dire que personne ne se dit que c'est anormal que la Californie paye plus cher que l'État de New York. Et techniquement, les juridictions peuvent faire faillite. On a vu des faillites de villes ou de comtés. Détroit en particulier, voilà, ils peuvent très bien faire faillite. Donc, mais qu'est-ce qui, aux États-Unis, résout le problème? Ce qui résout le problème, là on peut rentrer dans l'approche économique et la théorie des zones monétaires optimales qui nous dit qu'est-ce qui est susceptible de résoudre le problème posé par une monnaie unique, qui est, rappelons-le, le fait que les régions différentes ont des caractéristiques et des trajectoires différentes et du coup ont des besoins en termes monétaires différents. Quand il y a des monnaies séparées, c'est le marché d'échange qui règle ça de manière un peu violente parfois en faisant monter ou baisser des monnaies, mais ça se règle de cette manière-là. Dans une zone unique, comme sont les territoires des États-Unis, dans lequel on peut remarquer qu'il y a beaucoup plus de disparités, paradoxalement, que dans la zone euro, parce que entre l'Arkansas profond, les Appalaches et la Californie et Berkeley, il y a des écarts considérables. Donc, aux États-Unis, qu'est-ce qui fait l'équilibrage? C'est plusieurs choses. Premièrement, le budget fédéral, c'est-à-dire que leur traité en Floride, le jour où la Floride a des problèmes économiques, il touche toujours sa retraite du budget fédéral. Un système financier et bancaire unifié, ce qui fait que quand Bank of America Floride
à des crédits immobiliers pourris, eh bien Bank of America Corporate a la possibilité de compenser. Et de toute façon, il y a la Fed qui est là pour soutenir le système de manière uniforme. Et il y a aussi la mobilité des gens. C'est-à-dire que si la conjoncture est mauvaise en Floride, les gens prennent leur voiture, mettent leur matelas sur le toit et vont s'installer au Texas. Des gens et du capital, j'ai envie de dire. Et du capital parce aussi. Que c'est quelque chose qu'on a vu dans le cadre de la zone euro, qui est qu'au premier coup de semonce, finalement, tout le monde réinvestit chez soi et délaisse les investissements qui avaient été faits à l'étranger, alors que c'est pas nécessairement comme ça que ça se passe aux États-Unis, où en général, au contraire, les gens continuent quand il y a un État qui s'effondre et que du coup les taux d'intérêt baissent ou augmentent, et ben, ça va complètement changer la manière dont le capital s'alloue au sein des différents États américains. Pardon. Ouais. Mais donc tout ça, ça nous mène à la situation européenne qui n'est pas du tout la même. La situation européenne n'est pas du tout la même, et qu'est-ce qui se passe à partir de... Pas tellement 2007, parce que 2007, on va dire 2007-2010, ça a été à peu près bien géré par l'Union européenne. On regarde, la Banque centrale européenne a plutôt pas mal réagi, les gouvernements ont fait des petits plans de soutien, grosso modo, ça s'est plutôt pas mal passé, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que on s'est retrouvé en fait avec une crise de change, parce qu'on avait toujours des zones vraiment différentes. On avait cru que les pays étaient un peu unifiés, mais en réalité, les pays avaient des trajectoires différentes. L'Allemagne exportait massivement du capital et l'Espagne construisait massivement des stations balnéaires pour les remplir de retraités hollandais et allemands. La plupart des économistes s'en félicitaient d'ailleurs dans les années 2000. Exactement, le modèle, moi je me souviens toujours, enfin les gens l'ont un peu oublié, mais l'élection présidentielle française de 2002, François Bayrou disait qu'il voulait être le José María Aznar français. Hein. Et en 2007, Ségolène Royal se faisait appeler Zapatera. On a quand même un peu oublié ça, mais l'Espagne, le modèle espagnol, ça a été notre... Donc tout le monde trouvait, c'est génial, on investit massivement en Espagne. Puis qu'est-ce qui s'est passé? On avait une vraie crise de change sous-jacente. C'est-à-dire que l'Espagne avait reçu beaucoup trop de capital et donc avait subi nul. L'Allemagne avait beaucoup trop prêté et il n'y avait pas eu de mécanisme correcteur qui aurait été le fait que les taux de change entre les deux, entre l'Allemagne et l'Espagne, auraient dû réguler ces flux-là. Et puis d'un seul coup, ces flux-là ne se sont pas régulés. Du coup, c'est la crise de change classique en change fixe. Et là, c'est vraiment la théorie économique dans son plus basique. C'est vraiment l'économie internationale traditionnelle. Les pays reçoivent beaucoup de capitaux. Et puis d'un seul coup, ça sent le roussi. Donc les prêts de capitaux se font de plus en plus à court terme. Et puis un jour, tout s'en va. Et bien là, à partir de là, les capitaux n'arrivent plus. Donc le pays a toujours besoin d'acheter des tas de choses à l'étranger, à l'extérieur. Comment est-ce qu'il peut faire pour acheter des choses à l'extérieur? S'il ne peut pas dévaluer sa monnaie, il est obligé de faire l'équivalent de dévaluer sa monnaie en baissant ses prix et ses salaires. C'est ce qu'a fait l'Espagne. C'est la déflation. Mais c'est très exactement ce qu'a fait l'Espagne. Tout le monde dit maintenant, regardez, l'Espagne redémarre, mais soyons clairs, l'Espagne, l'Irlande sont ceux qui ont réussi à le faire. Dans le cas de la Grèce, elle l'a fait assez largement, mais il y avait tellement d'écart dans le cas de la Grèce, tellement de difficultés et des spécificités nationales importantes, c'est pour ça aussi il ne faut pas oublier que tous les pays sont différents, que la situation grecque est ce qu'elle est. Mais alors, ce qu'on aimerait comprendre quand même, c'est comment on a réussi à passer d'une situation qui est finalement extrêmement classique, une crise de change assez classique, dans une zone qui est en fait une zone monétaire unique, où du coup on n'a pas les instruments du taux de change pour se rééquilibrer. Comment on est passé de cette situation très classique à une sorte de narratif de la crise en termes de fourmis et de cigales, en termes de les États du Sud ont dépensé sans compter, et il y a des vertus au nord qui sont obligés de payer l'addition. Ça, on va dire, on pourrait dire dans une approche politique critique, vous voyez, c'est la preuve que l'union politique n'existe pas. Les Allemands se sentent toujours allemands, les Grecs se sentent grecs. Ils ont même des traits culturels, le nombre d'articles qu'on a eu sur les traits culturels allemands, l'allemand épargnant avec sa femme qui fait la cuisine à la maison, face au grec qui, depuis l'époque ottomane, est un fourbe et un tricheur. Enfin, on a eu toutes sortes de... Là, je dirais, il y a cette lecture un peu cliché. Mais je ne veux pas me faire l'avocat du diable, mais est-ce qu'il n'y a pas un petit fond de vérité quand même dans cette vision qu'au moins certains États avaient laissé filer les déficits publics, la dette publique, au moins dans le cas de la Grèce. Alors, ce n'est pas vrai pour l'Espagne, où en fait l'Espagne avait des excédents publics, la dette publique était très limitée. Mais pour la Grèce, en revanche, il y avait un vrai problème.
Oui, de la même façon qu'il y a un énorme problème dans les finances publiques d'Angoulême. Il y avait un énorme problème dans les finances publiques d'Angoulême à la fin des années 80, de la même façon qu'il y a des tas de villes en France. Mais qu'est-ce qui se passe? Premièrement, ce qui se passe, c'est que la France est un espace politique unifié, donc il y a des limites extrêmement étroites à ce qui peut être fait dans différentes régions. Et il devait y avoir des limites aussi. Il y aurait dû y avoir des limites, mais le pacte de stabilité. On ne voulait pas... enfin, il y avait des bonnes raisons de ne pas véritablement suivre ces limites, qui étaient le fait que les limites, on peut toujours mettre toutes les règles qu'on veut, si on n'a pas envie de les suivre, on ne les suit pas. La région PACA, même si elle se retrouvait dirigée par le Front National, ce qui est peut-être possible, j'en sais rien, je dis pas ça pour critiquer PACA, ça pourrait être sinon le Nord-Pas-de-Calais ou une autre région, on n'en sait rien, mais malgré tout, ça aurait quand même une limite droite et une limite gauche extrêmement serrées sur ce qu'ils peuvent faire, et les gens... Personne n'a envie, j'imagine que si des gens votaient pour que la région PACA soit gouvernée par le Front National, ils ne voteraient pas pour qu'elle fasse sécession et sorte de l'euro. C'est pas un vote... les gens veulent des politiques un peu... les motivations du vote sont ce qu'elles sont, mais en tous les cas, il n'y a pas cette possibilité d'une sortie. Et dans le cas européen, c'est ça. Mais là, maintenant, on va essayer de revenir à cette histoire de la méthode Monnet. C'est que tous ces défauts-là étaient identifiés, c'est-à-dire que s'il y avait eu un État fédéral européen, s'il y avait eu une harmonisation beaucoup plus importante des réglementations équivalentes à celles qu'il y a aux États-Unis, la crise aurait été tout à fait différente, bien évidemment. Mais qu'est-ce qui se passe? Quelle est la solution à laquelle tout le monde pense tout de suite? Il faut faire plus d'Europe. C'est-à-dire que la crise, ou au moins plus la crise de la monnaie unique est le prétexte pour justifier plus d'Europe, plus d'Europe, plus d'Europe. Tout le monde va dans cette solution-là. Enfin, je dis tout le monde, non. Il y a aussi ceux qui disent qu'il faudrait faire éclater l'ensemble, mais ils n'étaient déjà pas pour la monnaie unique auparavant. Mais tous ceux qui disent il faut essayer de sauver l'ensemble, et on va dire ça reste encore l'opinion, même des opinions publiques. Après tout, les Grecs, quand est-ce qu'ils ont voté pour Syriza? Ils ont voté pour Syriza à partir du moment où Syriza a dit on va y rester dans la zone euro, on va juste renégocier. Donc ça veut bien dire que tout le monde a tellement peur de perdre la construction européenne qu'on est prêt à accepter un degré de contrainte et un degré d'harmonisation, parce que ce qu'il faut voir aussi, là je sors un peu, mais c'est que jusqu'à présent, on a harmonisé des choses abstraites. C'est-à-dire que harmoniser, on dit la monnaie unique, on change de monnaie, mais enfin bon, en France, on est passé des anciens aux nouveaux francs, c'est pas une expérience, c'est abstrait la politique monétaire, personne n'y comprend rien. Même les économistes. Nous en premier, voilà. Donc c'est pas... Bon, donc voilà, le marché unique, c'est un peu abstrait. Le marché unique des joueurs de foot avec l'arrêt Bosman, c'est bien, le foot PSG peut embaucher Ibrahimovic. Voilà, enfin... Tout ça reste... voilà. Mais aussi beaucoup de normes assez concrètes, de sécurité... Oui, mais là, les gens sont ambivalents. Tout le monde, je pense que les gens, d'un côté, râlent sur l'Europe qui veut réglementer la forme des bananes. Oui, c'est ça. Vous deux, vous êtes tous les deux en Angleterre, donc vous voyez bien, j'imagine, il y a toute une presse qui est spécialisée dans la critique sur la taille des préservatifs et autres, mais d'un autre côté, c'est vu d'un point de vue négatif, mais aussi d'un point de vue positif. C'est-à-dire qu'il y a des partis qui disent oui, mais regardez, l'Europe va nous permettre de faire des normes sanitaires un peu plus importantes ou alors des choses écologiques. Grâce à l'Europe, on peut... Enfin, et de toute façon, on sait bien qu'on vit tout le temps dans un univers réglementé. Et sur la réglementation, si on regarde bien ce dont les gens se plaignent le plus, à tort ou à raison, ce n'est pas la question, mais enfin voilà, la réglementation sur la circulation routière, c'est encore des choses qui sont très identifiées nationales. Après, les gens peuvent se plaindre de Schengen, mais ils rejettent l'immigration de manière générale. Ce n'est pas tant un rejet de l'Europe en soi. Enfin, les gens ne se plaignent pas de voir un Espagnol ou un Portugais qui vient travailler en France. Ils se plaignent de l'immigration extra-européenne. Ouais, enfin bon, les critiques, voilà. Mais cela dit, la grosse différence quand même, c'est qu'en général, quand on a des règles, on a des institutions démocratiques qui sont chargées d'écrire ces règles, ce qui n'est pas forcément le cas de la manière dont fonctionne la réglementation européenne. Et c'est quand même aussi un petit peu la grosse question. Si, de toute façon, on voit bien, on est engagé dans la méthode Monnet, qu'on ne va pas sortir de l'Europe, il va falloir quand même se poser la question de à quoi ça ressemble plus d'Europe. Et il y a la question de, du coup, est-ce qu'il nous faut
faut plus de politique harmonisée, du coup plus d'intégration un peu démocratique? Est-ce qu'au contraire, on continue sur ce modèle, on va continuer à encadrer encore plus, harmoniser les politiques économiques, mais sans construire du coup les contreparties démocratiques? C'est un peu la grosse question. Du coup, on serait très curieux de t'entendre sur un peu les propositions. Il y a maintenant des propositions quand même qui sont faites en Allemagne, en France, pour essayer de savoir à quoi ça pourrait ressembler un petit peu plus d'union politique. Il y a en particulier le groupe Eiffel qui a fait des propositions. Il y a aussi un manifeste Piketty-Rosanvallon qui dit voilà, il faut réfléchir à une forme de création d'une forme de parlement européen qui regrouperait en fait, par exemple, les commissions des finances des différents parlements subnationaux. Est-ce que ça a une chance de marcher, ça? Alors, d'abord, là aussi, on a une grille de lecture économique qui est celle qui a été présentée par Dani Rodrik, un économiste qui est à Harvard d'origine turque, qui est l'idée de son triangle d'incompatibilité. Les économistes aiment bien faire des triangles de choses qui ne peuvent pas aller ensemble. Donc l'idée du triangle d'incompatibilité, voilà, c'est ça. Oui. Comme là, voilà, on est à 3. Donc l'idée du triangle d'incompatibilité, c'est qu'on a 3 choses qu'on voudrait et on peut en avoir que 2 sur les 3. Donc on va jouer à la courte paille, mais bon, voilà. Mais là ici, donc quelle est l'idée centrale? C'est que, chez Rodrik, l'idée c'est qu'on peut avoir, il y a plusieurs choses qui sont souhaitables. Il y a l'intégration économique, l'intégration économique entre pays, donc la mondialisation, qui est une chose souhaitable parce que c'est bien de pouvoir aller là où on veut, c'est bien de pouvoir acheter les produits moins chers, de pouvoir vendre à l'étranger, etc., etc. Donc des gains économiques et culturels essentiellement. Il y a une deuxième chose qui est souhaitable, évidemment, c'est la démocratie. Et il y a une troisième chose qui est souhaitable, c'est l'autonomie politique. Et son triangle, donc, il est sur ces 3. Il dit, sur ces 3 choses-là, on ne peut pas avoir les 3. Donc il décrit l'époque pré-guerre 14 comme une période dans laquelle les pays avaient une autonomie politique, un très haut degré de mondialisation, avec les talons or et les gens qui acceptaient les contraintes, mais par contre très peu de démocratie. C'est-à-dire que c'était une période de cet ordre-là. Il a une autre étude de cas qui est la guerre de sécession aux États-Unis, dans lequel finalement on a la guerre de sécession consacre une situation dans laquelle la démocratie voudrait qu'on respecte la volonté des États du Nord et des États du Sud, mais ces volontés sont incompatibles. Il y a en même temps intégration économique très forte entre les deux. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on renonce, pour le coup par la violence, parce que la guerre de sécession est une renonciation extrêmement violente des États du Sud à leur autonomie, mais on reconstruit la démocratie au niveau fédéral. C'est-à-dire qu'à l'issue de la guerre de sécession, un ex-habitant des États du Sud a autant de droits de vote qu'un habitant des États du Nord. Ce n'est pas une conquête dans laquelle les résidents du Sud ont été transformés en citoyens de seconde zone. Donc là, à ce niveau-là, on garde, du coup on perd l'autonomie locale, mais on gagne la démocratie au niveau fédéral. Et ce que Rodrik décrit, c'est que finalement l'Union européenne est à la croisée des chemins de ce point de vue-là. Mais ce que ça décrit un peu, cette espèce de triangle d'incompatibilité, c'est l'idée que de toute façon, on peut avoir 2 sommets du triangle, mais jamais le 3e. En vérité, on peut être un petit peu à l'intérieur du triangle. Typiquement, cette proposition qui consiste à dire, voilà, on va juste sur certaines questions qui engagent un peu l'harmonisation fiscale ou l'harmonisation budgétaire, on va avoir un tout petit peu de représentation démocratique en ayant des représentants des parlements, donc typiquement les commissions des finances, qui se regroupent. Ça, c'est pas non plus complètement abandonner l'autonomie politique. Non, mais d'un autre côté, il faut bien voir que le choix va se poser d'une manière rapide. On a épuisé les choses abstraites. Là, le budget de l'État, le déficit, la dette, là encore, ça fait partie des choses abstraites. À partir du moment où on veut vraiment faire cette union-là, une union qui fonctionne, il ne faut pas mentir sur le degré de choses qui sont à intégrer. Ça veut dire très clairement qu'il faut qu'il y ait une assurance chômage commune en Europe, en contrepartie un certain droit du travail commun en Europe. Ça veut dire peut-être aussi un âge de la retraite identique entre les pays européens. Donc le degré de changement institutionnel que ça implique n'est pas négligeable du tout. Là, pour le coup, c'est des choses qui vont toucher la vie réelle des gens à un degré beaucoup plus fort que tout ce qui a pu être fait auparavant. Et là, les résistances vont se faire sentir, et là, on va vraiment être confronté au choix
Alors, Rodrigue a publié en décembre un papier, peut-être que vous pourrez le mettre en lien sur le site de l'émission, je vous le donnerai si vous en avez besoin, dans lequel il dit qu'on va vraiment arriver à cette croisée des chemins. C'est-à-dire, maintenant, on va devoir intégrer tellement de choses qui touchent tellement à la vie des gens au sens tout à fait concret. Il faut quand même imaginer ça. Imaginez une situation dans laquelle on dit que la retraite en France va passer à 65 ans parce que l'Europe va passer à la retraite à 65 ans. Enfin, mais alors moi, je ne suis pas complètement sûr de ça, qu'il faille nécessairement harmoniser. Mais en revanche, ayant travaillé un peu sur l'assurance chômage européenne, ce qui me fascine, c'est de voir à quel point les gens s'imaginent que ça engage des contraintes incroyables de créer un petit système d'assurance chômage européen. Il me semble qu'au contraire, sur toutes ces questions que tu décris et sur lesquelles il faut vraiment avancer, droit du travail, mobilité, portabilité des droits, assurance chômage, en réfléchissant bien, on peut faire un peu justement à la méthode Monet, mais vraiment des tout petits pas, et enfin, d'une certaine manière, sur des sujets qui engagent les citoyens européens et sur lesquels ils seraient enfin contents, plutôt que la taille des préservatifs, non ? Et la question, c'est que effectivement à 27, c'est dur souvent d'avancer. Et moi, une question que je me pose aujourd'hui, c'est est-ce que c'est pas avec un plus petit ensemble de pays qu'on peut avancer vers cette harmonisation plus grande? Par exemple, je pense avant d'arriver à une harmonisation de l'âge de la retraite, etc., une question concrète très importante sur laquelle on peut faire des progrès très rapides, c'est tout bêtement l'impôt sur les sociétés. Ça fait des décennies qu'on parle d'harmoniser l'impôt sur les sociétés en Europe. Toujours quelques petits États, quelques petits paradis fiscaux au sein de l'Union européenne, l'Irlande, le Luxembourg, qui vont tout faire pour bloquer. Mais on peut avancer avec un groupe restreint de pays. Est-ce que ce n'est pas ça, finalement, la solution, la prochaine étape dans l'agenda Monet? Alors, il y a deux... Là aussi, encore, on va aller, peut-être aller chercher la théorie économique. Et toujours les mêmes, finalement, qui sont... qu'est-ce qui détermine la taille d'un ensemble économico-politique? Et là, il y a une théorie assez connue, qui est celle de Dudley, Alesina et des gens comme ça, qui est, d'un côté, quand on agrandit un espace politique, on a des avantages. C'est-à-dire quand on construit une nation plus grande, on absorbe des plus grandes parties, il y a des avantages qui sont... On va pouvoir avoir, par exemple, ce qu'on appelle des économies d'échelle. Donc, on va pouvoir avoir un système qui va être plus économique parce qu'il est fourni à un très grand nombre de personnes. Une défense commune, par exemple, la défense, c'est l'archétype de ce qui marche mieux, entre guillemets, de manière commune. On pourrait dire aussi, voilà, pas marché un système fiscal. Oui, non, mais c'est parce que l'obstacle n'était pas technique. L'obstacle, il était politique à cette époque-là. De la même façon, un système fiscal harmonisé, c'est quelque chose, des règles communes. Là, ça relève de l'avantage, entre guillemets, des économies d'échelle. Et l'autre côté, donc ça, c'est l'idée que plus on est gros, mieux c'est. Le problème, c'est que ça se termine par un État mondial, et manifestement, il n'y a pas d'État mondial. Et donc, la théorie développée consiste à dire que ça, c'est l'effet du gain à l'agrandissement. Par contre, le problème, c'est que plus on s'agrandit, plus il faut agglomérer des populations, des groupes de populations qui ont des groupes de préférences différents. Et au début, ça va, mais il y a un point à partir duquel les gains liés à l'agrandissement ne vont pas compenser les coûts, les désagréments et les refus supportés par les populations qui vont dire mais ce que je veux moi n'est pas satisfait. Mais ce qui reste vrai, je veux dire, à l'échelle d'un pays aussi, la vérité de la France, c'est que voilà, on a aussi des sous-juridictions administratives où des petites préférences locales peuvent se manifester pour tel ou tel bien public. Mais le problème à partir de là, c'est que les facteurs qui sont là sont des facteurs qui sont évolutifs. C'est-à-dire que les gains à la grande taille varient suivant les époques. Il y a des époques, et c'est pour ça, ce sont les économistes qui utilisent ces approches, souvent font de la grande lecture historique. Ils vont utiliser ce type d'approche pour étudier le Saint-Empire romain germanique ou l'époque de Charlemagne et ses scissions. Donc c'est l'idée vraiment d'essayer de comprendre les phénomènes historiques au travers d'évolutions à la fois au niveau les sociétés dans leur ensemble et les modifications des aspirations individuelles. Est-ce que les gens veulent être de plus en plus dans l'entre-soi? Et de l'autre côté, dans les avantages de la grande taille. Et là, si on voulait être un peu pessimiste sur la construction européenne, et peut-être aller dans le sens de ce que tu disais, c'est-à-dire peut-être qu'il faut qu'on fasse plus petit, c'est que les gains de la grande taille sont restreints maintenant. Par rapport à ce que font les États, on va dire que pour une armée, la grande taille, c'est très bien. Par contre, maintenant, les États, c'est plus des armées. Je veux dire, le budget de la défense en France, c'est 2% du PIB. L'essentiel des dépenses publiques, c'est des dépenses sociales.
pour lesquels les préférences sont importantes. Les dépenses éducatives, les préférences sont importantes. Les citoyens des différents pays, maintenant, ce ne sont plus des patriotes prêts à prendre le fusil contre l'ennemi, et on peut peut-être s'en réjouir. Ce sont beaucoup plus des consommateurs aigris face à une hotline. C'est-à-dire qu'on a l'attitude vis-à-vis du gouvernement qu'on a quand on téléphone chez Orange parce que le réseau 4G ne marche plus. On est des consommateurs insatisfaits. Comment se fait-il que mon abribus ne marche pas, etc. Et donc, dans cette approche de consommation, et je répète, c'est une évolution qui est probablement souhaitable, peut-être une évolution un peu post-historique, dans laquelle on est moins dans le conflit permanent, tant mieux. Tant mieux qu'on arrête les conflits en Europe. Mais dans cette optique, des espaces politiques de plus petite taille ont un avantage. De la même façon, c'est la même chose qu'on rencontre en matière économique. La grande entreprise aujourd'hui n'a pas un avantage significatif par rapport à la petite entreprise. Les entreprises qui se développent maintenant sont très grandes par la capitalisation boursière, mais très petites par l'effectif, par le champ traité. Le grand conglomérat à l'ancienne a pour l'essentiel disparu. Sans doute, mais je pense qu'on va terminer là-dessus. Il me semble quand même qu'il y a une chose qui est beaucoup plus large qu'avant, c'est les types de bases fiscales qu'on partage en Europe. Il me semble que malheureusement, quand on a une mobilité du capital et maintenant une mobilité des personnes aussi, qui est beaucoup plus grande, avoir beaucoup de compétition entre des tout petits pays qui se battent entre eux pour attirer des bases fiscales, là, en revanche, ça nous pose un vrai problème d'avoir des petits pays plutôt qu'une forme de coordination à plus grande échelle. Donc, on voit bien le trade-off, on voit bien l'arbitrage. En même temps, on a envie de faire des politiques sociales, publiques, qui sont vraiment dessinées parfaitement pour une petite population, avec certaines préférences. En même temps, si on fait ça et qu'on laisse chacun entrer en compétition pour attirer les uns et les autres, on risque aussi d'aller dans le mur, non ? On est vraiment tout à fait dans la logique de Rodrigue, c'est-à-dire que soit il va falloir renoncer à pas mal d'intégration, et donc mettre en place tout simplement des barrières au flux de capitaux, des barrières au flux de personnes, donc aller à l'encontre de l'intégration, ou alors effectivement une sortie par le haut avec le développement d'institutions démocratiques. Moi, ce que je veux dire, c'est que ce qui me fascine dans ce processus, c'est qu'on voit vraiment la méthode Monnet tourner là-dedans. Quand j'ai lu la proposition Piketty, Rosan-Vallon et les diverses propositions, à chaque fois je me suis dit mais c'est formidable. En gros, c'est vraiment l'Europe ne marche pas, plus d'Europe est nécessaire. C'était vraiment la méthode Monnet dans ce qu'elle a de plus limpide et dont les auteurs n'étaient même pas particulièrement conscients de ce qu'ils disaient, mais qu'on le voit, tous les gens qui critiquent la situation actuelle finissent toujours par dire il faudrait faire plus d'Europe dans tel domaine, dans tel autre, ou alors carrément il faut faire tout exploser. Mais il y a des gens qui sont pour il faut tout faire exploser. Aussi, non mais voilà. Et donc, le problème c'est que faire l'intégration comme ça, je répète, ça va nous amener dans une espèce de moment de vérité où il va falloir arrêter de dire qu'on est dans le technique et où on corrige tel problème technique par tel autre problème technique pour rentrer vraiment dans ce que veulent les gens. Et là, je pense que ça va être véritablement compliqué. On peut faire effectivement des tas de propositions dans ce domaine-là, mais quoi qu'on puisse penser de la pratique de petits pays, etc., on ne sait pas qui a raison. En tant qu'économiste, je ne sais pas quel est le bon taux d'impôt sur les sociétés. Quand j'étais jeune, j'ai appris que le bon taux d'impôt sur les sociétés, c'était 0. Il y a des théories. Non, mais on le sait tous, il y a des aspects théoriques qui vont là-dedans. Donc, quel est le bon ? Les pays qui disent « Ah non, mais moi, attendez, moi, je préfère faire ça parce que ça correspond à mes caractéristiques », ont-ils tort ? Il va falloir, à un moment donné, qu'ils se soumettent. Ou qu'ils se démettent. Non, mais c'est ça. Et là, tout le monde parle de la Grèce victime, écrasée, etc. Mais d'un autre côté, la situation de la Grèce actuellement, c'est que si elle veut faire partie de l'ensemble européen, il faut qu'elle se soumette. Et je dis pas ça, là je suis sûr que demain je vais avoir des gens qui vont avoir vu cette vidéo et qui vont dire que je suis un fasciste. Absolument. C'est parce que son adresse à la fin de l'émission si vous voulez lui envoyer des menaces de mort. Ce que je veux dire, c'est que on ne tolérerait pas en France qu'une région gouvernée par le Front National se mette à appliquer la préférence nationale, le programme du Front National, voire même sortir de l'euro. On ne l'admettrait pas. On ne l'admettrait pas. Et là, la situation vis-à-vis de la Grèce est la suivante. Et c'est bien sûr violent
il y a un jeu de pouvoir dans lequel les pays puissants écrasent effectivement un pays petit, mais d'un autre côté, c'est quelque chose, ça préfigure la logique. On peut toujours le dire, quand c'est pour imposer des choses qu'on souhaite tous, pourquoi pas? Quand on dit c'est dégueulasse, les Grecs, on les empêche de s'occuper, de faire des politiques pour la pauvreté, alors oui, effectivement, on dit, ah bah oui, c'est un peu... Mais d'un autre côté, si on veut pouvoir dire à l'Irlande, admettez un taux d'impôt sur les sociétés fédérales, il faut pouvoir dire à la Grèce, vous devez vous soumettre aux règles de l'ensemble. Et ça, c'est pas dit que les gens l'acceptent. Très bien. Bon, merci beaucoup Alexandre pour ce débat passionnant. Merci. On voit que le débat est juste ouvert, que pour savoir si on va pouvoir sortir de la récession, il va vraiment falloir s'engager sur un vrai débat démocratique et sur la question de l'avenir politique de l'Europe. Merci mille fois. Sachez que vous pouvez désormais nous retrouver en podcast sur le site de Mediapart et on s'en félicite. À très bientôt pour une nouvelle émission. À bientôt. À bientôt.